Bonjour et bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et les jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de The Witcher 3. Avec ses 2 épées, avec son arbalète ou encore avec les dizaines d'armures qu'il peut équiper, Geralt possède un arsenal conséquent. Mais est-ce que cet arsenal est réaliste? Voyons ça tout de suite. Les sorceleurs sont formés à porter 2 épées. Celle en acier est faite pour lutter contre les humains. L'épée en acier du début du jeu est une épée caractéristique de la fin du Moyen-Âge. Avec sa garde torsadée, on est effectivement sur un modèle assez similaire à ce qu'on a au musée de l'armée. En effet, les épées de la fin du Moyen-Âge ont beaucoup évolué avec l'arrivée des armures rigides. Avant, elles étaient flexibles et allégées par une gouttière centrale. Au XIVe siècle, elles se rigidifient et adoptent une section en losange plus adaptée pour fausser les plates en métal. Les gardes notamment se sont allongées pour être maniées à 2 mains, comme Geralt le fait dans le jeu. Enfin, les pommeaux changent de forme. La plupart adoptent une forme de poire et des quillons droits, de sorte à ce que ce soit beaucoup plus facile de faire des mouvements avec le poignet. À la fois plus rigide et plus agile, c'est ce genre d'épée dont Geralt a besoin pour lutter contre des ennemis en faisant de grands moulinets avec les bras. Les épées en argent, c'est l'outil favori des sorceleurs pour lutter contre les monstres. L'acier pour les hommes, l'argent pour les monstres. Bien évidemment, une épée uniquement en argent ne serait absolument pas viable, la lame casserait très vite. Même si dans le jeu c'est justifié par le fait qu'en fait il s'agit d'une couche d'acier recouverte d'une couche d'argent, ça ne fonctionnerait tout de même pas, et ce serait très coûteux. De plus, une épée de cette taille, eh bien ce serait très difficile de la porter dans le dos comme Geralt. En effet, si vous êtes face à un monstre et que vous voulez la dégainer rapidement, ça va être très compliqué à moins de disposer d'un 3e voire d'un 4e coude. Les seules épées portées dans le dos au XVIe siècle étaient les Claymores, qui avaient davantage un objectif d'apparat, mais étaient en revanche tout à fait meurtrières contre les foules. En effet, avec sa grande portée, c'était très efficace pour maîtriser un grand nombre de personnes en combat urbain. Si en revanche vous vouliez lutter contre un monstre, une épée de cette taille ne serait pas forcément très utile. Vous auriez une bien meilleure allonge avec une lance ou avec un épieu. La garde est similaire à la première épée en argent du jeu, avec cette garde en V, la seule différence étant bien sûr ces trèfles qui en fait indiquent que cette Claymore était écossaise. Au début de The Witcher 3, Vesemir, grand compagnon de Geralt, offre une arbalète à Geralt. Une arbalète? Celle-ci est un petit peu plus petite que celle du jeu, néanmoins on est sur des dimensions assez comparables. Le musée de l'armée possède plusieurs arbalètes de taille réduite, voire de taille très réduite, comme celle-ci, un balestrin italien qui date du XVIIe siècle. Dans le jeu, étant donné qu'il faut pouvoir recharger rapidement l'arbalète, on ne voit jamais Geralt utiliser d'accessoires, alors que la plupart d'entre elles avaient besoin d'un cric ou d'un levier, comme celui-ci, pour remonter ce balestrin. Ici, le mécanisme est intégré, c'est-à-dire que vous avez seulement besoin d'un carré pour remonter, ici, l'essieu, et faire en sorte de pouvoir remonter le mécanisme. Un parallèle intéressant, dans l'univers du jeu, Geralt transgresse le code de l'école du loup en utilisant une arbalète, alors qu'ils ne sont censés utiliser que des épées et des potions. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Or, au Moyen-Âge, énormément d'interdits ont été formulés contre l'arbalète à partir du XIIe siècle. En effet, contrairement à un arc qui nécessite un long entraînement, l'arbalète peut être utilisée par n'importe qui, et elle possède un coefficient de pénétration redoutable. Les balestrins sont assez tardifs, ils datent du XVIe ou du XVIIe siècle, mais des interdits similaires ont été émis en Suisse, où ils étaient très employés, tout simplement parce que c'était très facile d'en dissimuler sous le manteau. Dans la fantasy en général, on présente souvent des chevaliers avec des armures complètes, alors que les armures complètes datent plutôt du XVIe siècle. Dans l'univers de The Witcher, l'Empire Nilfgaardien est un petit peu représentatif de cet esprit du XVIe siècle. C'est une nation à la fois agressive et en même temps distinguée par le raffinement de ses mœurs et surtout de ses armures. Ainsi, même un garde de base possède une armure de prince. Voici l'armure du connétable Anne de Montrancy, connétable de France à partir de 1538. L'armure du connétable présente beaucoup de similitudes avec l'armure nilfgaardienne de The Witcher 3, avec son revêtement noir, rehaussé de dorures. On voit aussi les mêmes rondelles, une est manquante sur l'armure, mais on est sur un esprit assez similaire, où il s'agit à la fois d'être élégant et en même temps c'est une armure complètement fonctionnelle. Geralt peut bien sûr équiper les lourdes armures de l'Empire Nilfgaardien. Si je devais sélectionner cette armure dans le jeu, c'est tout simplement pour avoir une très bonne protection. L'armure, comme dans la réalité, est particulièrement robuste. L'armure de Anne de Montrancy est effectivement un petit peu plus austère que beaucoup d'armures princières qu'on pouvait observer à l'époque. C'est tout simplement parce qu'elle était tout à fait conçue pour le combat.
Étant souvent obligés de voyager longtemps et d'affronter des monstres bien plus rapides que des humains, les sorceleurs préfèrent utiliser un équipement léger et souple. La brigandine fait partie de ces équipements un peu intermédiaires que Geralt peut équiper s'il veut faire un compromis entre agilité et protection. La brigandine est employée depuis le XIVe siècle. C'est un vêtement sans manches fait de cuir et de tissu qui était régulièrement porté par les mercenaires étant donné son faible coût. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça une brigandine. L'intérieur est doublé de petites lames de fer étamées qui sont fixées au support par des rivets. Cela offre une agilité maximale pour une protection efficace. Les plus luxueuses étaient recouvertes de velours de soie, comme cette brigandine rouge italienne du XVIe siècle. Elle ressemble beaucoup à la brigandine salmienne du jeu, qui est originaire de la région de Toussaint et qui est fabriquée à Belhaven. Le parallèle est intéressant parce que Toussaint est une sorte de contrepartie fictive au sud de la France et à l'Italie dans le jeu.